Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Vous coiffez? Louis et Marilyn, deux cyclones aux jolis noms inoffensifs, viennent de nous accueillir. Arrivés des côtes lointaines de l'Afrique de l'Ouest, ils ont balayé la Guadeloupe de leur souffle rageur, puis ils sont partis au nord vers les États-Unis, laissant encore une fois l'île à son renouveau. Hugo, à lui seul, avait été plus méchant. J'étais venu 1 an après cette catastrophe, en 1991, pour animer une préparation à l'agrégation interne d'EPS. L'île se relevait à peine de ses plaies. Ici, on suit sa destinée au rythme des morts et des naissances de la nature. Soleil et pluie, rire et larmes, lascivité et révolte, passivité et violence se succèdent comme un cycle naturel. Ne vous heurtez jamais du visage fermé d'un Guadeloupéen. Un mot d'humour, de chaleur et il vous offrira un de ces beaux rires remplis de vie et de bonheur qui font le charme des Antilles. On dit que lorsque la Guadeloupe vous reçoit avec du mauvais temps, c'est qu'elle va vous aimer. Je verrai bien. Le 3 septembre 1995, j'ai touché le sol des Antilles pour venir prendre possession de mon premier poste universitaire de maître de conférence à l'UFR STAPS de l'Université des Antilles et de la Guyane. J'ai 47 ans. Là devant moi un fauteuil de dentiste. Un fauteuil rouge, au cuir las de tous les dos qu'il a pu accueillir, un de ces fauteuils de mon enfance quand mon père m'emmenait chez un coiffeur. Je suis rentrée dans la boutique d'un coiffeur. J'ai les cheveux longs. Pourquoi celui-ci? Caroline me l'avait montré. Elle avait remarqué l'insolite de cette case qui ne montre aux passants dans la lumière qui filtre l'ombre, qu'un fauteuil rouge. Il y a quelqu'un? J'entends une espèce de gargouillis, et d'un seul coup, venu de je ne sais où, il est là devant moi, tenant à peine sur ses jambes comme s'il sortait d'un autre monde. Il est vieux, d'un autre âge. Il bave. Il veut me parler, et c'est un dentier gluant qui sort de sa bouche. Vous coiffez? Vous coupez les cheveux? Sur ma droite, il y a une grande glace, au-dessous des étagères et çà et là des ustensiles qui, à leur forme, doivent effectivement servir à couper des cheveux. Il opine de la tête. On comprend très vite que la fluidité verbale de la conversation ne va pas atteindre le concours d'entrée de l'ENA. Je ne les voudrais pas trop courts, une simple coupe, un rafraîchissement. Il fait 30 degrés. Dans ce visage-là éridé, les yeux sont précis. Il montre le fauteuil rouge. Autour de mon cou il passe un linge blanc propre. On peut dire propre. Ses mains tremblent, les doigts de sa main gauche semblent rigides. Il prend de sa main droite une paire de ciseaux. Il doit être droitier. Pourquoi ne suis-je pas parti? Pourquoi suis-je là dans ce fauteuil d'un autre temps, avec un vieux bonhomme d'un autre temps prêt à confier mes cheveux à un homme qui bave, qui ne parle pas et qui tremble, au moins de la main gauche? Mon corps est bien, sans aucune résistance. Le peigne pénètre dans ma tignasse, les ciseaux claquent. Très vite le bruit s'atténue, et une main fine et précise vagabonde tout autour de ma tête qui n'en revient pas. Le vieux bonhomme est un pro. Les ciseaux sont précis, le rasoir aussi. La coupe est finie, le vieux bonhomme me regarde. C'est parfait. La technique. La technique, elle est là, elle est toujours là, elle ne vous quitte pas. Le corps, le buste, la tête d'un seul coup, d'un seul se sont redressés. J'ai coiffé aux Champs-Élysées à Paris. La phrase est sortie, distincte, claire, malgré le dentier qui continue à chevaucher entre ses dents. Ses yeux pétillent. J'ai écrit cet événement de vie, le 15 septembre 1995, peu de temps après mon arrivée. À le relire, il a une double symbolique, celle d'une culture technique, d'une pratique professionnelle qui perdure au-delà des âges, des instants et des lieux et qui intéresse mes recherches actuelles, et puis, surtout, celle de l'avènement à ma mémoire de toute cette enfance antillaise masquée de la Garonne que j'avais mise de côté depuis si longtemps. Je suis né d'un père d'origine martiniquaise, de couleur noire, et d'une mère d'origine normande, de couleur blanche. La différence, l'hétérogène font partie de ma vie. Ils ont dès l'enfance constitué les difficultés et les ressorts positifs de ma présence au monde. Ils ont médié ma vie, et ils me servent à la médier. Tant et si bien que je ne me sens aucun mérite à me vêtir si facilement de ces habits de médiateur si importants dans le domaine de la recherche-action, ou de la recherche-intervention. Hélène. 1er septembre 1975. Après 3 années passées à la direction départementale de jeunesse et des sports à Caen et une année de service militaire, je vais enfin prendre en main ma première classe de lycée, à Bayeux,
célèbre pour sa tapisserie et le discours du général de Gaulle qui a suivi le débarquement des Alliés du 6 juin 1945. En 1971, après le CAPEPS, j'avais été nommé à Caen, ma ville, mais pas dans un lycée ou un collège. Mon désir d'exercer mon métier de professeur d'EPS dans une structure scolaire est enfin exaucé. La classe de 4e est là, au grand complet à la porte du gymnase. Elle attend le nouveau prof de gym. On ne disait pas encore prof de sport. Le titre de prof d'EPS a toujours eu du mal à s'imposer face à ces deux expressions. Probablement pour cette discipline scolaire la prégnance de la pratique sur les principes, de la pratique sur les mots. Hélène, petite, blonde, pétillante, pleine de vie est en tête ou plutôt à la tête du groupe d'élèves. Tout au long du chemin qui mène au stade Henri-Jeanne, elle me prend en main. Elle m'interroge sur les activités programmées, m'indique celle qu'elle préfère, me décrit la vie au lycée à Bayeux. Qui a pris la classe en main ? Qui a pris l'autre en main ce jour-là ? Ce moment-là fut une rencontre. La prise en main de ma première classe est passée par l'alchimie d'une rencontre et d'un dialogue dont je ne sais pas qui en a tissé les fils. Le professeur d'expérience que je suis devenu découvrira que la prise en main d'une classe, son contrôle et le contrôle de soi face aux événements de la classe, passe souvent par une rencontre privilégiée, positive ou conflictuelle, avec 2, 3 élèves seulement d'une classe. Cédric. 30 juillet 2008, un courriel. Cédric, ton étudiant le plus mauvais en orthographe. Trouver ton adresse n'a pas été trop difficile, moi je continue mon petit rêve. Je suis prof dans un LEP et une SECPA pas trop loin de chez moi. J'étais TZR jusque-là, c'était génial. J'ai beaucoup bougé et vu des publics très différents avec des journées un peu particulières. Matin cours avec des 6 et mes SECPA, après une classe de lycée, l'après-midi un cours de basket au SUAPS et le soir entraînement du pôle espoir de basket. Bref, tout ça pour te dire que je pense régulièrement à toi, que moi j'ai passé un bi de basket, que j'entraîne le pôle espoir basket tous les soirs. Je me suis trouvé un terrain et je viens de finir de construire une belle petite maison. DF m'installe l'électricité demain, au-dessus d'une baie où j'ai pêché toute mon enfance et que je connais mieux que personne au monde. Je surfe un peu toujours quand j'ai le temps, et j'interviens à la fac de Schulcher 2 fois par semaine pour le SUAPS et l'option basket. Je donne aussi quelques cours d'anatomie pour la préparation du tronc commun pour le bi-foot. Je garde quelques nouvelles de l'UFR STAPS de Guadeloupe par l'intermédiaire de CH et d'OH, avec je l'avoue parfois une petite nostalgie de ne pas avoir fait un 3e cycle, mais bon, je suis content d'être rentré tout de suite. Je me sens vraiment chez moi, et puis j'ai aidé à monter un club de baby basket, à relancer le club de Trinité, etc. Et j'espère que toi tu vas bien. Je voulais te faire partager ma joie d'accomplir le 2e rêve de ma vie après celui de devenir professeur de sport. Construire une maison d'où je peux voir le matin en me levant la plage des surfeurs. Bonne continuation. Continue à faire confiance à tes étudiants, ça les aide à grandir. Merci pour tout. PS. Une chambre d'amis toute neuve et une petite salle de bain t'attendent si tu veux oublier quelque temps tes réunions. Le Joe et autres beaux qui n'annoncent rien de positif quant à l'avenir de Lé au sein de l'école. Pour les besoins du livre Cédric, j'ai corrigé les quelques fautes d'orthographe. Mais qu'elles me sont agréables ces fautes. Merci pour ce cadeau du temps qui passe. En ces jours d'été où je m'attelle à cet ouvrage, tes mots me renvoient en toute simplicité ce geste si important de la transmission, autrement dit, du partage du savoir, du passage de l'expérience, et dans lequel chacun touche et vit la liberté de son chemin. Entre Hélène, ma première élève, et Cédric, plus de 30 années de vie professionnelle et la marque inopinée, mais ô combien signifiante de 2 gestes professionnels, celui de la prise en main d'une classe et celui de la transmission d'une expérience. Continue à faire confiance à tes étudiants, ça les aide à grandir. Rencontre, traversée du temps, partage d'expériences, le travail de l'enseignant, la préoccupation du formateur, la vie de l'éducateur sont ainsi faits, de savoirs académiques, de pouvoir d'agir, de transmission de valeurs, mais aussi de la découverte par chacun, maître et élève, de la curiosité si chère à M. Foucault. Quant au motif qui m'a poussé, il était fort simple. Aux yeux de certains, j'espère qu'il pourrait par lui-même suffire. C'est la curiosité, la seule espèce de curiosité en tout cas qui vaille la peine d'être pratiquée avec un peu d'obstination. Non pas celle qui cherche à s'assimiler ce qu'il convient de connaître, mais celle qui permet de se déprendre de soi-même.
Que vaudrait l'acharnement du savoir s'il ne devait assurer que l'acquisition des connaissances, et non pas d'une certaine façon et autant que faire se peut, l'égarement de celui qui connaît. Probablement, au final, est-ce cette curiosité et la recherche non seulement du vrai mais aussi de la vérité qui animent l'écriture et la rédaction de ce collage d'études et auquel j'invite le lecteur Trice. En tous les cas, je voudrais tant qu'il en soit ainsi. Les études qui suivent représentent des éléments du travail professionnel et du programme scientifique conduit à partir de 1995, date de ma prise de fonction comme maître de conférence à l'Université des Antilles et de la Guyane. Je les poursuis aujourd'hui comme professeur des universités à l'IUFM de l'Académie de Lyon, à l'Université de Lyon 1. Chacune d'entre elles est écrite, pour être lue et appréhendée de façon indépendante, autonome. Elles ont toutes été publiées, pour tout ou partie dans des revues scientifiques, des colloques, des conférences, des ouvrages mais réécrites pour ce livre. Elles s'appuient sur ma discipline professionnelle de prédilection, l'éducation physique et sportive. En revanche, leurs problématiques interrogent les métiers d'enseignant, de formateur, de conseiller pédagogique, quelle que soit leur discipline d'enseignement d'origine. Je fais le pari d'une aide à la lecture et à la compréhension d'une pratique professionnelle et d'une approche scientifique, grâce à des études diverses et des angles d'analyse différents. Les études sont classées du numéro 1 au numéro 6, mais le lecteur Trice peut très bien commencer sa lecture par l'une ou l'autre. Pour autant, pourquoi ai-je choisi cet ordre ? Étude numéro 1, petit moment de grammaire analytique. Ce sont les pratiques qui font la langue et ses emplois, non l'inverse. Lay a expérimenté à son détriment la vérité de cette assertion. Qui dans le monde de l'enseignement et de la formation, mais aussi dans le grand public ne se souvient pas de cette expression devenue célèbre de référentiel bondissant pour désigner le ballon en sport collectif dans des articles à vocation professionnelle, didactique, voire scientifique. L'expression a été reprise à juste titre pour dénoncer le jargon des sciences de l'éducation, de la didactique ou des pédagogues soi-disant novateurs. Elle a même donné création à une pièce de théâtre. Le référentiel bondissant n'a pas modifié les pratiques. Il s'est très vite estompé du vocabulaire professionnel, didactique et scientifique. Les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. Meaning is using, Wittgenstein 1989. Sous les usages, on trouve le concept. L'analytique du langage est une pratique et une technique qui consiste à traquer les usages de la langue et à circonscrire leur validité en faisant apparaître la logique de leur cohérence ou de leur incohérence. Il s'agit de montrer tous les emplois non consistants avec la pratique proposée, autrement dit qui n'ont pas de sens ou de rapport pertinent, concret et vrai avec elle. Il s'agit de lister les formes opératoires qui caractérisent les cas d'emploi. L'analytique du langage cherche à établir comment les contraintes signifiantes du langage structurent l'intelligence sociale des pratiques. Ce sont les pratiques et la culture, dans laquelle elles se manifestent, qui forgent la langue et les langages, pour preuve s'il en est l'immense succès de l'IANH compte PW Offitation, LKP. Cette expression et ses trois lettres, nées dans le conflit social, sociétal et identitaire de la Guadeloupe, ont structuré l'intelligence sociale de compréhension du quotidien des Guadeloupéens, des Antillais et de la société créole. En ce début d'année 2009, associées à la pratique d'une grève générale singulière qui leur a donné naissance, elles ont finalement imposé le mot profitation dans le vocabulaire même de la France métropolitaine. Ce qui est un renversement symbolique historique dans la circulation des mots entre le français et le créole. C'est donc à une méthode d'analyse analytique sur quelques gestes professionnels classiques appartenant à la pratique et à la culture de l'enseignement et de la formation comme intervenir, conseiller, transmettre, que je convie le lecteur Trice. La deuxième et la troisième étude auront elles aussi recours à l'analytique du langage pour appréhender des concepts liés à leurs propos. La première place dans cet ouvrage d'un moment de grammaire analytique s'est imposée sans aucune résistance. Probablement, pour l'amour des mots et de la langue, assurément pour l'importance que j'accorde à la précision des langages mais aussi peut-être par défi. Dans les sciences humaines, ce type d'analyse logique a souvent été négligé, laissé aux philosophes et mis de côté soit par ignorance, soit par procès de pensée spéculative et de non-objectivité scientifique. Étude numéro 2, les gestes professionnels. Gestes professionnels,
constatons que l'expression est attribuée facilement à bien des métiers, à bien des professions manuelles ou intellectuelles. En revanche, on l'accorde beaucoup moins aux métiers de l'enseignement, de la formation, de l'éducation. Posséder du savoir académique, obtenir un diplôme et ensuite avoir le don de la pédagogie, ou à défaut du bon sens pour faire ces métiers serait suffisant. Chacun, pour peu qu'il soit persuadé qu'il possède un petit don de communication, de pédagogie ou d'expérience avec les enfants, se convainc facilement qu'il pourrait exercer ces métiers de l'humain. 3 enfants, et on peut être candidat au concours d'entrée à l'IUFM face aux difficultés du métier et à la baisse de sa reconnaissance sociale. On assiste à un effort important de la part des chercheurs, mais aussi des enseignants et des formateurs eux-mêmes, à convaincre et prouver à la société que le métier d'enseignant ne se réduit pas à l'image prototypique d'un travail de fonctionnaire aux vacances démesurées. Ils revendiquent que ce travail soit reconnu de façon pleine et entière comme un travail de professionnel. Enseigner est un métier qui s'apprend. Former est un autre métier qui s'apprend aussi. Dans cette lutte difficile, dans ce combat contre les allants de soi et les opinions rapides, tous bords politiques confondus, je pense que la lisibilité, la transparence, l'identification des gestes principaux de travail des enseignants, des formateurs constituent des enjeux professionnels, scientifiques et politiques majeurs. Étude numéro 3, transmettre l'expérience. À ce que les stagiaires attendent de nous, c'est un peu des recettes. Dans une situation, je fais quelque chose et ça va marcher, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce voilà ce que tu appelles recette, c'est un mot bien trouvé. Il y a une base mais après, c'est à elle de s'approprier sa propre recette, ça c'est difficile je trouve. Quel est ce mystère de la transmission de l'expérience? Quelle est l'attente profonde des stagiaires et comment y répondre? Pourquoi ce sentiment souvent vécu par les conseillers RS pédagogiques, d'une impossibilité à transmettre leur expérience? Dans les pratiques de conseil pédagogique, comment se jouent les concepts de conseil, de transmission, de savoir-faire, de transmission d'expérience, de compétences pour le conseiller pédagogique? Quels actes pragmatiques les significations dues aux usages concrets de ces termes entraînent-elles? Ce chapitre présente toute une série de dispositifs, de préoccupations théoriques, de catégories d'analyse sur la question de la transmission de l'expérience professionnelle. Il aborde la présentation et la définition des gestes et des obstacles didactiques professionnels du conseil. Il travaille plus précisément la relation conseiller pédagogique stagiaire. Les analyses présentées montrent combien la question de la transmission de l'expérience assigne à sa résidence la connaissance de soi et la rencontre de l'autre en essayant d'être au plus près du dire vrai et du franc-parler, de la paressia grecque portée par Socrate et remise à notre mémoire par Michel Foucault. Former. J'ai écrit ce texte en 1992, publié dans les Cahiers pédagogiques numéro 278 et dans un premier ouvrage aux éditions L'Harmattan en 1996. Être formateur, qu'en dire, c'est écouter et placer juste après la préface. À le relire, il m'est toujours aussi présent. Dans toutes ces écritures pratiques, théoriques, poétiques qui vont soit intéresser, soit détourner le lecteur, la lectrice, il est là cette fois-ci, au milieu du livre, comme respiration philosophique, comme passion d'une poétique de la relation et du lien si difficile à transmettre entre les savoirs scientifiques et les savoirs expérientiels. Je le trouve bien à sa place, et je ne désire pas en changer une ligne. Étude numéro 4, sujet de langage et sémiologie des pratiques. S'il y a une préoccupation qui, dès le début de mes travaux et en particulier de ma thèse, a agité mes réflexions, c'est bien celle du sujet et de la part de subjectivité dans les actes professionnels. Dans cette quête du sujet et de l'identitaire, le langage, la sémiotique et l'anthropologie tracent aujourd'hui la direction de mes pas. Comme au premier jour de mon itinéraire de publication, je voudrais que la force de l'écoute et la nécessité de l'autre animent mon regard, mes pensées et mes actes. Bien qu'illustrée par 2 analyses concrètes de cas, cette 3e étude est essentiellement théorique. J'y cours le risque d'un jargon accompagné de la double dérive de l'éloignement du terrain et de la non-reconnaissance scientifique. Mon ambition est de présenter tous les enjeux éthiques, théoriques et méthodologiques d'un programme de recherche consacré plus particulièrement à la sémiologie des pratiques sportives, mais aussi à ce que j'ai nommé une approche ethno-archéologique des pratiques d'éducation et de formation.
Il s'agit d'aller à la quête du sens et des significations que donnent à leurs actes professionnels les enseignants et les formateurs dans leur quotidien. L'homme est signé Pierce. En complément des théories de l'action, Suchman, 1989, Thoreau 2005, Durand, 1998, utilisées en analyse des pratiques et telles qu'elles sont développées dans le cadre épistémologique de ce que Thoreau appelle une anthropologie de la cognition située, ou sur un autre plan celui de la clinique de L'. Activité Yves Clos 2005. Je plaide pour une théorie du sujet de langage en analyse des pratiques. Moins que les actions en tant que telles, c'est l'activité du sujet, son statut, la rencontre de l'autre, le processus d'attribution du sens, autrement dit la sémiose qui me préoccupe. Que ce soit sur le registre de la formation ou sur celui de la recherche, la prise en compte et la reconnaissance de l'individu comme sujet signifiant et possédant des savoirs, des pouvoirs, des résistances est trop souvent mise de côté, évacuée ou volontairement niée. Déposséder le sujet de sa réalité existentielle ou langagière est assumé, voire revendiqué comme une nécessité méthodologique de recherche, le plus souvent, de formation parfois. C'est assurément contre une telle posture que je travaille. Discipline professionnelle et de prédilection oblige, la construction de l'identité professionnelle d'enseignant d'EPS me sert de point d'appui. Étude numéro 5, place et rôle du récit en analyse des pratiques. Les praticiens sont souvent démunis devant le problème de la transmission et ou du partage de leur expérience professionnelle. Ils se contentent la plupart du temps du « fais comme moi » ou bien du « je fais comme ça » ou encore du « regarde ». L'analyse réflexive de l'expérience et sa transformation en savoir communicable apparaissent aujourd'hui, pour les praticiens et pour les chercheurs comme des questions majeures et des enjeux de professionnalisation. Cette 5e étude est d'abord, pour sa plus grande partie, le plaisir d'une écriture à deux avec Mireille Snooks. Elle est de mon point de vue symbolique d'un travail d'échange, d'aller-retour, d'explication et de compréhension avec le constant souci de vérité qui au bout du chemin fait que l'autre n'est jamais oublié. Elle est aussi le résultat d'une commande de Philippe Mérieux pour accompagner un ouvrage consacré au début de jeunes enseignants de toutes disciplines, sortant tout frais et moulu de l'IUFM. Le corpus du livre est organisé autour d'échanges épistolaires entre ces derniers et leurs formateurs. Le récit et l'écriture y sont explicitement et volontairement convoqués. L'ouvrage dirigé par Jean-Luc Oubaldi, actuellement directeur adjoint de l'IUFM de Lyon 1, a été publié sous le titre « Débuter dans l'enseignement, ESF, Paris 2006 ». Seule une partie de cette étude trop longue pour l'ouvrage a été publiée, celle plus particulièrement consacrée au texte et à l'écriture. Quelle est la place du récit et de la transmission de l'expérience dans la formation professionnelle des jeunes enseignants? Quels sont les dispositifs d'analyse des pratiques que l'on peut mettre en œuvre? Quels sont les rôles et les effets de l'écriture dans la construction de l'identité professionnelle de jeunes enseignants? À quel jeu de vérité, de savoir et de pouvoir, le mélange de fiction et de réalité que provoque la construction même du récit va-t-il donner naissance? À quelle éthique, ces jeux produits au sein d'une communauté professionnelle conduisent-ils? Telles sont les questions que ce texte écrit à deux mains tente d'aborder. Étude numéro 6, langue et culture. Comment ne pas faire part de l'influence sur mon travail, mes réflexions et mon appréhension du monde, de ma présence pendant 9 années aux Antilles alors que d'origine antillaise, je suis né, j'ai vécu, j'ai travaillé en métropole jusqu'à l'âge de 47 ans. La dimension anthropologique et culturelle de mes recherches a véritablement commencé dans ces îles de beauté et de charme, mais aussi de souffrance et de pleurs, et située à la croisée géopolitique du Nord et du Sud, de l'Est et de l'Ouest. Comment ne pas commencer par évoquer Haïti, terre de couleur et de douleur, terre de créole, terre de liberté, terre d'espérance pousse le paradoxe d'être la première république noire libre tout en étant l'un des pays les plus pauvres du monde. L'éducation y est la seule voie d'espérance. L'impuissance éducative y est toujours aux aguets, mais pour autant la croyance en l'éducabilité et au créole est la plus forte. Face aux enjeux culturels, économiques et politiques de la mondialisation et de la globalisation, la dimension culturelle de l'homme est venue interpeller mes pratiques, d'enseignant, de formateur, de chercheur. Raphaël, le créole est un patois de nègre sauvage et de coulis malpropre. Oui, te serine-t-elle? Tu ne vois pas que les gens qui se respectent ne s'abaissent pas à l'utiliser?
Un si joli garçon à la peau claire tel que toi, tu ne dois pas salir ta bouche à employer des mots grossiers. Quand autant d'enjeux identitaires sont en cause, comment promouvoir la culture, la langue et la musique créole? Comment en faire les vecteurs unitaires d'une identité métissée, quand la langue française impose ses nécessités de connaissance et de savoir? Comment former, éduquer, enseigner l'autonomie de la pensée critique à des individus convaincus de la faiblesse, l'inutilité et l'impuissance de leur créole, face au rouleau compresseur de la langue et de la culture française? Comment former leurs enseignants dans un tel contexte, anthropologique et culturel? 26. Nous avons tous une dette. Nous avons tous une dette envers notre passé, elle n'est pas pour autant un obstacle à l'agir. Elle peut en être le moteur. Elle peut en être la mort. Elle peut en être la joie. Elle peut en être la douleur. Quoi qu'il en soit, elle fait partie de mon histoire, de mon récit et de la mise en intrigue de ma vie. Cette dette est toujours mystérieuse, empêtrée dans ma chair et mes mots. Au nom de la raison, certains s'attachent à la découvrir pour séparer absolument le vrai du faux, d'autres, au nom de la fiction, à la cacher ou à la masquer pour permettre aux rêves d'advenir. Mon expérience est traversée par cette dette, et je voudrais la transmettre sans mettre de côté ni la raison ni la fiction. C'est dans la rencontre, les rencontres que l'écriture puise sa force et sa vérité. Toutes comptent, celle dans ces matins d'été du sentier de randonnée qui craque sous mes pas, celle de l'eau vive et froide du torrent qui rafraîchit mon corps, mais aussi celle du feu que je n'avais pas invité et qui a brûlé ma peau, celle des rives antillaises pleines de rire et de douleur que j'ai découvertes sur le tard, celle de ce coiffeur guadeloupéen des Champs-Élysées, celle des doigts de l'aimé qui caressent mes cheveux, celle de la vie. Dans cette période professionnelle et universitaire, je remercie la chance de mes rencontres, celle de mon quotidien, celle des étudiants, des collègues de travail, des stages de formation professionnelle, celle des colloques, des congrès universitaires, des conférences, celle des critiques, celle des livres, des arts et des écritures, qu'elles proviennent ou non de grandes signatures. Remercier aussi le bonheur de mes échanges avec Jacques Ardoineau, Guy Berger, Jacques Courcil, Marc Durand, Jean Guglielmi, Nelly Le Selbom, Gaston Mialaret, Philippe Mérieux, Bernard Paris, Mireille Snooks, François-Victor Tochon, dont les dialogues d'amitié, de confiance et d'intelligence ont porté ma curiosité et l'espérance de ce livre. Porto Polo, le 15 août 2008, Lyon le 15 avril 2009. Première étude. Petit moment de grammaire analytique. Le mot cette société déjà. S.J. Perse. Je voudrais sensibiliser les praticiens et les chercheurs à toute la richesse de sens et de signification que peut apporter l'analytique du langage, pour conceptualiser les pratiques et pour produire des connaissances sur la transmission de l'expérience professionnelle. Je crois véritablement que les langues sont le meilleur miroir de l'esprit humain, et qu'une analyse exacte de la signification des mots ferait mieux connaître que toute autre chose les opérations de l'entendement. Leibniz, cité par J. Courcil 2000. Il s'agit dans ce chapitre de présenter une méthode d'analyse analytique portée sur des actions classiques de l'enseignement et de la formation comme intervenir, conseiller, transmettre. De nombreux travaux de recherche en éducation et en formation tentent de produire des connaissances fiables pour la formation initiale et la formation continue des enseignants. L'analyse des pratiques et la transmission de l'expérience sont actuellement des questions qui mobilisent praticiens et chercheurs. La conceptualisation du sensible et la transmission de l'expérience sont des questions qui ne vont pas de soi. Le retour en grâce de la philosophie, de la clinique, de la phénoménologie et de l'anthropologie a restauré l'idée que le pratiquant est le mieux placé pour rendre compte de son expérience, pour peu qu'on le mette dans des conditions d'écoute et des dispositifs fiables et rigoureux de recueil de son récit et de ses actions. Par ailleurs, les travaux de didactique du français ont souligné le rôle majeur du langage dans les productions et la construction identitaire de l'élève, Bautier, 1997, Chaban et Bucheton, 2002, et l'importance de sa prise en compte dans la formation des enseignants. Enfin, les recherches sur la formation des enseignants et des formateurs se sont infléchies, ces dernières années de façon significative vers les travaux provenant de l'analyse du travail et de l'ergonomie, et dans lesquels le rôle de l'action et de l'activité humaine est particulièrement mis en évidence. Barbier et Durand 2003. J.P. Broncard, spécialiste du langage,
de l'analyse des textes et du discours réoriente ses recherches vers l'analyse du travail et s'intéresse aux conditions d'émergence de l'action dans le langage. L'action, l'activité, le langage et le sujet sont aujourd'hui des objets d'étude que l'on cherche à soumettre à des approches de recherche pluridisciplinaires. Citons les travaux du groupe d'analyse du fonctionnement langagier, AFL, animé par Robert Vion, 2000. Ceci s'appuie sur l'hypothèse qu'après les approches anthropologiques et plus récemment cognitivistes, ou encore après les approches actionnelles du langage mises en œuvre depuis Austin, les relations entre langage et réalité sociale, et du même coup, les relations entre les différents niveaux de l'analyse, ne peuvent plus être pensées dans les termes d'une logique binaire ou unilatérale. La problématique de l'AFL consiste donc à prendre le pari qu'il est possible d'analyser d'entrée l'interrelation des activités qui concourent à une production langagière située. Ce traité veut résolument s'inscrire dans cette problématique générale. Celle-ci peut être précisée en un certain nombre de principes. Si, comme l'affirme Mikhail Bakhtin, l'interaction verbale constitue la réalité fondamentale de la langue, les approches interactives doivent pouvoir s'appliquer à tout phénomène langagier, quelle qu'en soit la nature, y compris des faits de langues abordés jusqu'ici par les branches plus traditionnelles de la linguistique. Parmi les critères qui définissent ces approches interactives, citons 1. Le caractère fondamentalement adressé de toute parole, fût-elle écrite. 2. La non-limitation du discours à sa matérialité textuelle. 3. L'exigence d'un travail sur des corpus associant conceptualisation et analyse de données. 4. Le désir d'appréhender le dynamisme du discours, plutôt que de procéder à des délimitations d'unités stables et homogènes. 5. La conception du discours comme étant traversée de multiples voies. 6. La reconnaissance de la multimodalité de la communication. 7. La prise en compte des causes-activités conduites par les sujets qui organisent et interprètent les paroles échangées. En analyse des pratiques, le sujet dont on parle est le plus souvent un sujet analysé, tour à tour, sous un angle cognitif, psychologique, sociologique, ethnologique, etc. En accord avec les tenants d'une anthropologie de la cognition située, Theroux 2000, Durand 2001, Sori 1998, Sèvres 2001, je pense que le sujet est inscrit dans des pratiques et des actions situées, entendues comme n'étant pas forcément liées à des conditions sociologiques et des aptitudes personnelles psychologiques nécessairement prédéterminantes des acteurs qui les animent. Pour autant, je défends l'hypothèse qu'il est aussi un sujet de relations logiques, un sujet de langage, un sujet sémiotique. Il est engagé tout à la fois dans une culture et ou des situations pluriculturelles, dans des pratiques et dans des processus sémiotiques d'attribution de sens et de signification de ces pratiques. La fonction cognitive du langage notamment dans ses aspects, dialogique, Bakhtin 1986, sémiotique, C.S. Peirce 2002 et métaphorique, Lakoff et Johnson 1980, joue un rôle déterminant. Qu'est-ce que l'analytique du langage ? Molière, Le mariage forcé, scène 5. Marphurius. Que voulez-vous de moi, Seigneur Seganarelle ? Seganarelle, Seigneur docteur, j'aurais besoin de votre conseil sur une petite affaire dont il s'agit, et je suis venu ici pour cela. Ah. Voilà qui va bien, il écoute le monde celui-ci. Marphurius. Seigneur Seganarelle, changez s'il vous plaît cette façon de parler. Notre philosophie ordonne de ne point énoncer de propositions décisives, de parler de tout avec incertitude, de suspendre toujours son jugement, et par cette raison, vous ne devez pas dire « je suis venu », mais « il me semble que je suis venu ». Seganarelle, il me semble. Marphurius, oui. Seganarelle, parbleu. Il faut bien qu'il me semble, puisque cela est. Marphurius. Ce n'est pas une conséquence, et il peut vous sembler sans que la chose soit véritable. Seganarelle, comment ? Il n'est pas vrai que je suis venu ? Marphurius. Cela est incertain et nous devons douter de tout. Seganarelle, quoi ? Je ne suis pas ici, et vous ne me parlez pas ? Marphurius. Il m'apparaît que vous êtes là, et il me semble que je vous parle, mais il n'est pas assuré que cela soit. Seganarelle est. Que diable ? Vous vous moquez. Me voilà, et vous voilà bien nettement, et il n'y a point de me semble à tout cela. Laissons ces subtilités, je vous prie,
Et parlons de mon affaire. Je viens vous dire que j'ai envie de me marier. Marfurius, grand philosophe docteur, veut douter de tout, et ce Ganarelle, en mal de conseil avisé pour son projet de mariage, va finir par le rouer très concrètement de coups. De même qu'aucun sujet n'est en dehors de l'expérience des coups, aucun sujet n'est en dehors de l'expérience du langage. Dans le langage, ce type d'expérience manifeste son caractère concret par les contraintes de langue qui limitent l'emploi, c'est-à-dire la compatibilité des signes entre eux. Par exemple, un sujet francophone reconnaît que donner un coup est une expression, mais que donner un geste est un amalgame de signes. Il reconnaît également qu'un coup violent est un coup concret, alors qu'un coup dur est un trope. Les contraintes de la langue ont un caractère impératif. Sous la diversité et souvent la confusion des discours, ces contraintes signifiantes du langage structurent l'intelligence sociale du sujet. J. Courcil, La fonction muette du langage, Ibis rouge p. 77. L'analytique n'est pas une analyse au sens psychanalytique du terme, qui dans le cadre d'une théorie d'ordre psychanalytique cherche à débusquer un sens caché. Elle n'est pas non plus une réflexion, un retour sur un événement que l'on cherche à définir, à caractériser, à expliquer et ou à comprendre. L'analytique est une méthode de raisonnement logique qui consiste à remonter d'une proposition à d'autres propositions reconnues pour vraies, d'où l'on puisse ensuite la déduire. Petit Robert. L'analytique du langage relève de ces méthodes de raisonnement logique. Elle est une technique qui consiste à traquer les usages de la langue et à circonscrire leur validité en faisant apparaître la logique de leur cohérence ou de leur incohérence. Il s'agit de montrer tous les emplois non consistants, c'est-à-dire non valides dans leur usage avec la pratique proposée. Il s'agit de lister les formes opératoires qui caractérisent les cas d'emploi. Il s'agit donc de définir le système des emplois du langage dont la pratique qui nous intéresse doit être un cas particulier. Dans le cas contraire, c'est un abus de langage, un trope. Le travail cherche à dégager à partir des usages du terme, intervenir, conseiller, transmettre, etc., le concept qui donnera du sens, de la signification aux pratiques et aux domaines d'action qu'il circonscrit. Il s'agit de montrer en quoi les pratiques, expériences concrètes et sensibles sont liées intrinsèquement à des expériences de langage, et sont donc parfaitement conceptualisables. Il s'agit de prendre en compte les contraintes du langage. Et dans ces contraintes, ce sont les pratiques qui parlent et qui définissent leur vocabulaire à partir du lexique des langues. Courcil J. 2000. Le sujet en analyse des pratiques, un sujet de langage. Les contraintes de la langue ont un caractère impératif, mais pour comprendre toute la richesse de l'analytique du langage, encore faut-il l'intégrer dans une pratique et une technique d'analyse, déliée, qui lui donne une consistance logique et une pertinence. Il s'agit de mettre à jour des évidences critiques et procéder à des critiques d'évidence. Les travaux de linguistique de Jacques Courcil sont, de notre point de vue, importants. Ils nous invitent à renverser le point de vue classique qui consiste à penser que dans les activités de langage et de communication, il y a un sujet qui parle et un sujet qui décode le message parlé et que nous sommes dans une transmission et une interaction de type AB et ou AB. Le langage ne s'inscrit pas dans une simple interaction de communication mais dans un dialogue qui met d'abord en évidence le fait majeur qu'il y a deux entendants. Dans le dialogue, parler est un événement, et entendre une constante. L'activité de langage se partage donc en deux rôles dialogiques, celui d'entendant qui parle et celui d'entendant qui ne parle pas. En d'autres termes, il y a dans un dialogue autant d'entendants que de participants. Courcil J. 2000 p. 13. Dans un échange, l'écoute n'est pas la réception de la transmission d'un message mais la résultante d'une activité de conversion par les deux entendants. Dans une salle de professeur de collège, B entend A dire, que les mots lui soient directement adressés ou non, nous, les agrégés, nous possédons la connaissance. B, s'il n'est pas agrégé lui-même, convertit le nous en eux. Eux, les agrégés possèdent la connaissance, et par antimème reconstruit muettement le contexte d'énonciation, il a, ne me, moi, B. Considère pas comme possédant de la connaissance et comme faisant partie de son monde. A comme entendant, construit aussi muettement le contexte d'énonciation. Il B, n'est pas agrégé ou eux ne sont pas agrégés. Il ne possèdent pas la connaissance et ne font pas partie de mon monde ou de notre monde, s'il s'adresse à ce moment-là à un autre collègue lui-même agrégé. Les mots n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois, meaning is using, Wittgenstein 1989.
Sous les usages, on trouve le concept. Ce sont donc les pratiques et la culture dans laquelle elles se manifestent qui forgent la langue. Conséquence, en analyse des pratiques, la langue qui définit et nominalise les pratiques est une illusion. La langue est un système de pure valeur que rien ne détermine en dehors de l'état momentané de ces termes. Saussure CLG cité par J. Courcil 2001. En d'autres termes, poursuit J. Courcil 2001, la langue n'admet pas de métasystème d'interprétation et ne fonctionne que dans les limites de sa clôture. De ce point de vue, il faut se méfier dans l'emploi des mots de leur origine étymologique, si celle-ci n'est pas située et datée. Le pédagogue d'aujourd'hui n'est pas l'esclave qui accompagne physiquement le jeune grec au gymnase. Il est celui dont il est d'usage de dire de lui qu'il sait accompagner, être un compagnon, un partenaire, partager le pain, et donc entrer en relation empathique avec son élève, ou alors, il est celui dont on dit qu'il est un peu trop laxiste, traité alors de pédago, et qu'il ne porte pas suffisamment attention à l'essentiel, le savoir à enseigner. Du coup, le pédagogue devient trop compagnon, trop proche de son élève. Dans le champ de l'enseignement et de l'éducation, l'usage aujourd'hui est d'utiliser les mots « pédagogie » et « didactique » dans un rapport clos, quasi systématique d'opposition et ou de complémentarité, pédagogie didactique. Il est important de comprendre que la clôture de la langue est celle qui est déterminée par l'espace-temps situé et daté des pratiques, des cultures et des usages de langage qui la forgent. Raphaël, le créole est un patois de nègres sauvages et de coulis malpropres. Oui, te serine-t-elle, tu ne vois pas que les gens qui se respectent ne s'abaissent pas à l'utiliser? Un si joli garçon à la peau claire tel que toi, tu ne dois pas salir ta bouche à employer des mots grossiers. Raphaël Confiant, Ravine du Devant, 1993 p. 80. La signification n'est donc pas un état préexistant qu'il faut découvrir, mais une activité de construction insérée non dans une simple interaction, mais dans un dialogue qui pose comme majeure la fonction muette de la langue, c'est-à-dire sa prise en acte par l'entendant, et non son émission bruyante par le parlant. Pendant qu'elle tente de te flagorner, tu empoignes ton sac d'agate dans la poche de ton short comme pour s'imprégner de leur raideur. Au simple toucher, tu devines la cocotte d'eau couleur d'émeraude qu'un tech, un jet trop puissant, peut fendre en mille miettes. L'énorme bolof côtoie dangereusement 3 porcelaines que tu as gagnées la veille, tandis que la mab semble frétiller sous tes doigts. Chacune d'elles possède son titre et cette dame-là dans son français France les affuble tous de manières indistinctes, du nom de billes. Quelle pitié! Raphaël Confiant idem. Le sujet de langage n'est pas, tant une personne psychologique qui agit et qui parle, qu'un lieu, une topique, un terrain qui s'offre dans une culture, dans une pratique, dans une situation historique située et datée, à la reconnaissance de l'autre. Comment comprendre Mamselle Hortense, l'institutrice de Raphaël Confiant, si on ne resitue pas son énonciation, pour aussi légitime et émotionnellement attachante qu'elle soit, dans le contexte scolaire assimilationniste des années 60 qui baigne en Martinique, le créole et le français? Comment lire et écouter l'écriture du poète lui-même, si on ne le place pas, indépendamment de ses traits psychologiques personnels, sur son lieu, sur son terrain, sur sa pratique de militant du créole comme première langue de sa culture dans les années 80? La subjectivité ne réside pas dans l'intentionnalité, mentaliste, a priori d'un sujet mais dans le lieu, la topique qui se construit à partir de ses pratiques de corps et de ses usages de langage. L'analyse des pratiques a pour ambition, dans son travail de réflexivité, de rendre compte non seulement de l'expérience sensible et concrète des pratiques mais aussi de mettre à jour leur esthétique et leur éthique, c'est-à-dire leur architecture, leur fondation pratique d'une part et leurs valeurs, leur visée politique d'autre part. Récit et discours. L'analytique du langage procède à une distinction entre récit et discours. La distinction est pertinente. Elle autorise à passer du singulier à l'universel. Elle permet de comprendre les enjeux identitaires tout en forgeant une validité rigoureuse et contrôlable des données. Le récit met en jeu la mémoire et l'intuition de l'individu. Il rend compte du sensible et du singulier. Il raconte. Il peut prendre une forme descriptive et littérale et ou une forme descriptive et métaphorique avec des objectifs, plus ou moins justificatifs et ou argumentatifs, selon le contexte énonciatif du dialogue et de la situation. Le discours, quant à lui, met en jeu une appartenance ou une non-appartenance à un contexte, un groupe, une communauté, un genre,
Bakhtin 1986, autrement dit à une classe. En logique et en pensée analytique, on appelle classe un ensemble d'objets qui tombent sous un concept. Classe des chats, des abeilles, etc. À un individu qui appartient à la classe des enseignants, quel que soit ce qui lui arrive, il ne lui arrivera que des histoires d'enseignants. Le concept d'enseignant contient le ou les principes qui fondent l'existence de tout enseignant. La question qui se pose est alors la suivante. En quoi ce récit est-il un exemplaire d'un discours plus général, plus générique, plus universel ? En quoi les mots, les termes, les expressions utilisées sont-ils représentatifs d'un concept qui pourra permettre une généralisation et définir un cadre référentiel ? Kant, dans sa logique, note que si l'intuition est une représentation singulière, representatio singularis, le concept est une représentation générale, representatio per nota commune. Kant, log 99. Grâce au concept, on peut parler d'enseignant en général, sans référence à un enseignant en particulier. Dans le récit, subjectivité, formes expressives d'une pratique, quel est le discours, concept, architecture, valeur qui est mise en jeu, qui est mis en jus ? L'analytique du langage attire notre attention sur le fait que la clôture de la langue est celle qui est déterminée par l'espace-temps situé et daté des pratiques, des cultures et des usages de langage. Elle cherche donc à montrer comment les contraintes signifiantes du langage structurent l'intelligence sociale des pratiques. Elle est à la recherche des concepts qui fondent et guident les pratiques. Elle ne cherche pas à aller à la quête systématique d'une intentionnalité ou d'une personnalité porteuse de significations endormies, qu'il s'agit de découvrir. Elle tente de construire et comprendre la signification et le sens de ces pratiques par le simple fait que les sujets de ces pratiques analysées existent, bien sûr dans l'action située qui les porte et qu'ils font vivre, mais aussi en tant que sujet de langage en prise avec les contraintes de la langue et ses contraintes d'usage dans des situations de communication. Intervenir, quelle expérience de langage ? Commençons par rappeler ces règles que nous avons évoquées plus haut, sur les contraintes de la langue. Un sujet francophone reconnaît que donner un coup est une expression, mais que donner un geste est un amalgame de signes. L'expression n'est pas employée quand on parle d'une pratique. Elle ne s'utilise pas. Elle ne se dit pas. Un sujet francophone reconnaît également qu'un coup violent est un coup concret, alors qu'un coup dur est un trope. Cas concret signifie que l'expression est utilisée. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.